Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un peu de formalisme puisque nous enregistrons pour ensuite diffuser en ligne ce cours. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième séance de ce quatrième cours public que je réalise pour l'École urbaine de Lyon depuis 2018. Et cette année, comme je l'avais présenté en janvier lors de notre semaine à l'École de l'Anthropocène, j'essaie de m'intéresser à la question de l'air comme matière première de l'urbain. Et je dois redire ce que j'avais déjà dit en janvier, qu'il s'agit vraiment pour moi d'un cours aux limites de ma compétence et de ma connaissance. Je me sers de ces cours publics plutôt pour essayer de tester des idées et des approches. Et ça va donner, en particulier au cours de cette année, un aspect peut-être parfois un peu chaotique, puisque je ne sais pas forcément exactement ce que je cherche quand je commence à préparer ces séances, si ce n'est tenter de comprendre le statut de l'air dans le monde urbain contemporain. Et pour essayer de comprendre ce statut de l'air, je me suis aperçu dès la première séance qu'il ne fallait pas hésiter à lancer une approche que je pourrais qualifier de géohistorique, c'est-à-dire de mettre en perspective des fondements historiques, faire une sorte d'archéologie en réalité de la manière dont l'air était considéré, en particulier l'air urbain considéré. Et cette archéologie me mène à une période tout à fait décisive qui est celle du 18e, 17e, 18e et surtout 19e siècle, dans un espace très particulier qui est l'Europe, au sein duquel on va voir se constituer un ensemble d'idées, de principes, de théories et de pratiques tout à fait fondamentales pour comprendre notre période contemporaine, un ensemble qui est à la fois très connu, bien connu et relativement en réalité inconnu dans la mesure où ça nous paraît tellement évident qu'on ne questionne plus toute une série de principes avec lesquels nous vivons depuis maintenant 2 siècles. Et cet ensemble, c'est ce que nous qualifierons plus tard l'ensemble de l'hygiénisme, de l'hygiène publique et de l'hygiénisme. Et l'hypothèse que je vais faire aujourd'hui et qui me tiendra vraisemblablement aussi une bonne partie de la fois prochaine, c'est que cet hygiénisme qui est une création européenne, donc il faut être très clair, l'hygiénisme procède d'une vision particulière de toute une série de phénomènes que nous allons aborder, dont la question de l'air, qui est une vision portée par une culture particulière, qui est la culture européenne du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est-à-dire en pleine effervescence en matière de reconstitution des épistémés, comme dirait Michel Foucault. On est en train de changer véritablement les manières de penser toute une série de phénomènes, et cette création européenne va ensuite être exportée hors d'Europe. L'hygiénisme va régner en maître sur l'ensemble de l'Europe continentale et également sur la Grande-Bretagne, avec évidemment des variantes selon les pays en fonction du niveau de leur urbanisation, de l'intensité de leur urbanisation en contexte d'industrialisation. Et puis ensuite, l'hygiénisme sera exporté bien sûr aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui est un grand terrain d'exportation de la culture européenne, où en Amérique du Nord, en général, cette culture européenne est métabolisée d'une manière assez sensiblement différente, même si on retrouve quelques grands principes. Et surtout, c'est très important de le dire, l'hygiénisme sera exporté également via l'entreprise coloniale dans de très nombreux espaces outre-mer. L'outre-mer est une invention européenne, par définition, donc des espaces outre-mer où vient en particulier l'implantation de villes dites coloniales. On verra les valeurs, les principes et les corpus de l'hygiénisme être appliqués sur des terrains très différents, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Asie, dans le monde indonésien via l'hygiénisme néerlandais et avec une place peut-être un peu particulière, j'en dirais peut-être quelques mots si je ne suis pas trop bavard, ça n'est pas gagné, dans le monde latino-américain où le développement de l'hygiénisme dans un contexte d'urbanisation précoce et dans un statut colonial différent des espaces dont je viens de parler, l'hygiénisme connaît aussi une vraie fortune, notamment au Brésil et en Argentine où mais pratiquement dans toutes les capitales par ailleurs latino-américaines, où on peut véritablement voir l'hygiénisme en pratique.
Alors, nous serons là tout à fait conformes à ce que j'avais annoncé la fois précédente, c'est-à-dire essayer d'élaborer ce que j'ai appelé ici, de façon un peu pompeuse, mais c'est bien mon style, une techno-géopolitique de l'air urbain, hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de comprendre l'air comme finalement un composant du système urbain et un composant équivoque, un composant non transparent, donc une volonté en quelque sorte de dénaturaliser l'approche de l'air pour essayer de comprendre comment l'air lui-même est construit par le processus d'urbanisation, hein, comment l'air lui-même est construit au sens où il prend des valeurs qui sont des valeurs tout à fait caractéristiques et une cet air construit devient le support de techné, d'art, de faire, de manière de considérer l'air, de mode de traitement de l'air. L'hypothèse faite dans mon cours, c'est que ces modes de traitement de l'air deviennent de plus en plus puissants et sophistiqués depuis maintenant 2 siècles, mais qu'on va retrouver la matrice de tout cela dans l'hygiénisme européen. Et évidemment, ces techniques de l'air, qui supportent d'ailleurs également, nous le verrons dès cette fois-ci vraisemblablement, des économies particulières de l'air, et vous verrez qu'on ira travailler des économies des techniques de l'air qui vont peut-être vous surprendre parce qu'on n'y songe pas immédiatement. Et ces techniques, ces économies, ces savoirs sur l'air sont également des géopolitiques, c'est-à-dire engagent une certaine réflexion sur la répartition des pouvoirs à l'intérieur des sociétés, la façon dont des groupes sociaux entrent en relation et la façon dont ces relations de pouvoir se marquent géographiquement. Hein. C'est ça la géopolitique, c'est la relation entre les circulations de pouvoir et l'organisation de l'espace d'une société. Et je suis très heureux de faire cette ouverture de cours au moment où je vous ai pris une capture d'écran d'un média de référence, hein, bien entendu, Le Progrès de Lyon. Vous voyez que j'ai les meilleures sources et de surcroît, nous ne sommes pas financés par Le Progrès de Lyon, donc c'est une citation totalement gratuite. Je me suis amusé hier à faire cette capture d'écran du Progrès de Lyon, donc du 10 mai 2022, parce que je trouvais finalement que cette capture d'écran était une très bonne manière de rappeler que petit à petit, l'air est devenu un enjeu central des actions urbaines contemporaines, que l'air devient de plus en plus au centre de préoccupation d'un nombre d'acteurs de plus en plus importants. Chaleur, pollution, allergie. Nous avons là un triptyque infernal qui sera le triptyque anthropocène. À n'en pas douter. L'air, en tant qu'il deviendra de plus en plus chaud, et ça n'est pas pour rien qu'à l'École urbaine de Lyon, nous avons publié cette année la traduction française du livre Heatwave, canicule d'Eric Linenberg, première analyse sociologique d'une canicule comme un désastre urbain majeur. Là, il s'agit de la canicule de Chicago en 1995. Le livre paraît en 2002. C'est véritablement un moment de rupture dans la façon dont les sciences sociales peuvent considérer une canicule. Donc, chaleur, nous savons que cette question de la chaleur va devenir de plus en plus importante et nous n'avons même pas besoin d'être spécialistes aujourd'hui pour nous en rendre compte. Il suffit de lire la presse, y compris la presse locale. Si nous étions à Delhi, en Inde, vous imaginez bien ce que la presse locale pourrait dire, alors que depuis 2 semaines, le nord de l'Inde est confronté à une vague de chaleur historique par son intensité et sa précocité. Plus de 48 degrés dans certaines villes indiennes dans les derniers jours. À la fin du mois d'avril, c'est quelque chose qui n'avait jamais été constaté. Pollution, évidemment, puisque la question de la pollution est de nouveau une question importante. C'est une question qui a beaucoup d'antériorité historique, mais qui a beaucoup fluctué dans le temps et dans l'espace. Et allergie, j'espère que j'aurai le temps d'aller jusqu'à cette problématique des allergènes, parce qu'en réalité, quand on regarde sur la longue durée la réflexion sur l'air urbain, on s'aperçoit de la montée en puissance régulière, notamment dans les pays développés, de la préoccupation de la présence d'allergènes dans l'air. Hein, c'est quelque chose qui n'existait pas comme tel il y a quelques décennies et qui prend une importance considérable, sans doute parce que, c'est une hypothèse que je fais et que je redévelopperai, nous sommes de nouveau rentrés dans une période où les préoccupations sanitaires
si ce n'est l'emportent, en tout cas viennent contrebalancer les seules préoccupations environnementales et sociales. Et là aussi, nous voyons donc se présenter ici, en arrière-plan de cette simple capture d'écran, le triptyque qui va nous occuper pendant toutes ces séances, qui renvoie à la façon dont on considère l'air urbain, c'est-à-dire le triptyque considération sociale, considération environnementale, considération sanitaire. En réalité, lorsque nous allons parler de l'air, nous allons parler de ça. Nous n'allons pas véritablement faire de la chimie de l'air. Je ne suis pas chimiste et j'ai pas l'intention de le devenir, même si je vous parlerai peut-être un tout petit peu de Lavoisier tout à l'heure, mais très rapidement. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que l'air permet de dire d'enjeux urbains anthropocènes. Et là, vous allez voir qu'on va être servi et que ça fait très longtemps, en réalité, qu'on est servi par l'analyse de l'air. Ça me donnera la possibilité de rendre hommage, il faut toujours payer ses dettes intellectuelles, de rendre hommage véritablement à quelqu'un de tout à fait fondamental, tout à fait essentiel, je crois, dans l'histoire de la pensée de ces 50 dernières années, rendre hommage à l'historien Alain Corbin, qui est un historien vraiment fondamental, puisque c'est sans doute celui qui, dans l'histoire, et pas simplement la science historique francophone, mais dans la science historique tout court, a été un des plus audacieux et un des plus précoces en matière d'ouverture du champ que l'on pourrait appeler celui de l'histoire politique, culturelle et sociale des sensibilités. Et je voulais ouvrir avec Alain Corbin parce qu'il va nous accompagner pendant une bonne partie de ce démarrage de cours, au moins pendant cette séance et la séance suivante, parce qu'il a écrit un livre tout à fait décisif. Il y a maintenant déjà 40 ans, puisque ce livre a paru au début des années 80, en 1982. Ce livre s'appelle « Le miasme et la jonquille », et ce miasme et la jonquille est un livre absolument décisif, puisqu'il essaye de saisir ce que Corbin appelle la définition d'un lieu épistémique, c'est-à-dire d'un moment dans l'histoire où ce que Michel Foucault appelait les épistémés, donc pour Foucault, très rapidement, les épistémés, c'était l'ensemble des systèmes d'idées, de connaissances et de valeurs qui permettaient à une société, à un groupe social à un moment donné, de cadrer la connaissance et l'action sur une réalité quelconque. Donc une épistémé, c'est véritablement l'ensemble d'un système permettant de qualifier des choses et de vouloir intervenir sur des choses. Et à la construction des épistémés, on trouve des acteurs fondamentaux que sont les pouvoirs, les hommes de loi, les hommes de science, les médecins, les artistes, et une bonne partie du travail de Michel Foucault a été de tenter de comprendre les épistémés modernes. Eh bien, Alain Corbin fait la même chose avec les épistémés changeantes entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, mais il le fait sur un sujet qui auparavant était considéré comme un sujet évanescent, un sujet difficile à saisir. Il le fait sur le sujet de l'odeur. Sur la question absolument fondamentale de la dimension cognitive, culturelle, sociale et politique des odeurs. Et il essaye de construire une histoire de la perception et il raconte ici comment cette idée lui est venue. Vous pouvez lire avec moi en essayant de saisir ce que l'on peut trouver dans les mémoires de Jean-Noël Allais, qui est un personnage important de l'histoire de l'hygiène publique. C'est le premier titulaire de la chaire d'hygiène publique créée à Paris en 1794. C'est pas la première au monde, il y en avait eu en Grande-Bretagne, mais vraiment à Paris, c'est quelque chose de tout à fait important que la création de cette chaire d'hygiène publique. C'est véritablement le départ de la structuration institutionnelle de ce que l'on va appeler l'hygiène publique, qui est si importante pour comprendre l'évolution urbaine européenne. En fait, on ne comprend rien à l'évolution urbaine européenne si on ne comprend pas d'abord la constitution de ce que l'on appelle l'hygiène publique. Ça peut sembler bizarre, mais nos villes sont les fruits de l'hygiénisme dans une certaine mesure, et c'est ce que je vais essayer de démontrer ici. Et Jean-Noël Allais
est décrit ici par Alain Corbin dans sa quête des miasmes nauséabonds. Nous allons revenir sur cette question des miasmes. Hein, le problème miasmatique est suffisamment important pour que Alain Corbin décide de faire du titre de son livre Le miasme et la jonquille. Et vous voyez bien qu'il dresse dès le départ une tension qui va nous retenir. Hein, le miasme, les odeurs putrides, et la jonquille, les odeurs florales, et donc Corbin fait en quelque sorte la matrice des sensibilités au XIXe siècle. Hein, quelque chose qui va informer non pas seulement le monde de l'esthétique ou non pas seulement le monde du parfum ou le monde de la culture, mais qui va informer l'ensemble des sensibilités du XIXe siècle et qui va informer également la politique de ce siècle. Et il va se poser la question de savoir comment, à partir de ce premier exemple du professeur Hallé qui analyse et définit avec précision l'odeur de chacune des espèces morbides, hein, qui sait distinguer des ambiances olfactives dans les salles d'hôpitaux où il travaille, et l'hôpital est un espace clé pour comprendre aussi l'évolution urbaine du XVIIIe et du XIXe siècle. Il reste d'ailleurs un espace clé aujourd'hui. Je pense que dans une période où nous venons depuis 2 ans et demi de traverser une pandémie, je n'aurais pas besoin d'insister sur l'importance de l'espace hospitalier, hein, comme espace clé de la structuration d'une société et du fonctionnement d'une société. Et l'exemple d'Hallé fait dire à Corbin une lecture attentive des textes de ce temps, donc la fin du XVIIIe et le début du XIXe, conduit à détecter en ce domaine ce qu'il appelle une hyperesthésie collective, hein, c'est-à-dire une sensibilité exacerbée aux questions d'odeur. Et l'hypothèse de Alain Corbin, c'est que à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les choses changent en matière d'odorat. C'est-à-dire on ne renifle pas l'air de la même manière. Or, évidemment, vous comprenez bien que si vous voulez parler de l'air urbain, vous êtes obligé de parler de la sensibilité olfactive. L'air, c'est ce qu'on respire. Et vous vous souvenez d'ailleurs que nous avions ouvert le cours sur l'analyse du philosophe Peter Sloterdijk sur l'utilisation du gaz sarin dans les tranchées en 1914 et 1915, en disant que c'était un moment de rupture, justement parce que cet air qu'on respire devenait chargé de pouvoirs destructeurs majeurs. Mais il ne faut pas croire, pour autant, que cette question des pouvoirs méphytiques de l'air, c'est-à-dire des pouvoirs pathologiques de l'air, que cette question est une question qui naît simplement au début du XXe siècle. C'est en fait une question extrêmement ancienne, et c'est tout à fait fascinant d'ailleurs de voir l'ancienneté de cette préoccupation pour l'air qu'on respire et sa qualification à partir de ses odeurs. Et c'est d'ailleurs étrange qu'il ait fallu attendre Alain Corbin, en quelque sorte, pour pouvoir à ce point comprendre l'importance sociale, politique et culturelle de cette question d'air. Mon Dieu! Et cette hyperesthésie, dit Corbin, va lui permettre d'aborder des types d'espaces, et c'est là où évidemment il m'intéresse, qui sont les espaces emblématiques de ce XVIIIe et de ce XIXe siècle naissant. Par exemple, la façon dont on considère désormais les jardins, la façon dont on considère les cités idéales, la façon dont on considère la ville industrielle, la ville en train de s'industrialiser, avec là aussi des enjeux tout à fait décisifs dans cette modification anthropologique fondamentale que Corbin cerne. Alors, Alain Corbin part d'une période qui est le XVIIIe siècle, qui est véritablement la période pendant laquelle la préoccupation sur l'air va aller croissante. C'est tout à fait spectaculaire de voir que le XVIIIe siècle est un siècle où, il y a beaucoup de choses qui se passent au XVIIIe siècle, la préoccupation aérologique est tout à fait constante. Et il ne faut jamais oublier que le XVIIIe siècle est, de la part des spécialistes, qualifié comme siècle néo-hippocratique, c'est-à-dire c'est un siècle où on redécouvre les théories d'Hippocrate, en particulier le traité des airs, des eaux et des lieux d'Hippocrate. Bon, le livre sur l'air n'a sans doute pas été écrit par Hippocrate, mais par quelqu'un d'autre. Il faut plutôt attendre Polybe, qui est
gendre d'Hippocrate pour pouvoir ensuite trouver le premier véritable traité sur l'air, mais enfin ça fait quand même des écrits assez anciens hein, qui réfléchissent à la question de l'air et à ce que l'on appelait à l'époque la théorie médicale des climats. Si certains d'entre vous ont des réminiscences de leur classe de philosophie de terminale où on fait des études de philosophie après cela, parce que pour certains la classe de philosophie de terminale est certaine et peut-être un peu ancienne, de mon temps, ma bonne dame, à l'époque où on apprenait quelque chose à l'école, hein, évidemment, on étudiait souvent, c'était une plaisanterie, on étudiait souvent en classe de philosophie de terminale le passage célèbre de Montesquieu dans l'Esprit des lois, où Montesquieu définit en quelque sorte le caractère des populations par le type de climat que ces populations ont à connaître. Hein. C'est la fameuse théorie des climats, qui est une théorie très importante dans l'histoire de la sensibilité et dans l'histoire des idéologies, notamment européennes, hein, qui est une théorie d'ailleurs qui reste une théorie active, parce que vous allez voir qu'une des raisons pour lesquelles je fais ce détour qui va être très long, sans doute trop long pour certains auditeurs, c'est qu'en réalité, une bonne partie de ces enjeux-là se retrouvent aujourd'hui dans les discussions environnementales et écologiques contemporaines. C'est assez stupéfiant en fait lorsqu'on regarde cela, de voir à quel point un certain nombre de questions qui ont été traitées par le 19e siècle industriel de façon très particulière reviennent au devant de la scène politique et en particulier cette citation me paraît très intéressante pour le comprendre, donc cette idée que le climat influe sur la qualité de vie et sur la façon dont les individus vivent et existent. Hein, que nous sommes en fait des êtres climatiques, que nous sommes dépendants du climat. Le mot climat est intéressant, c'est le mot même que reprend Peter Sloterdijk pour qualifier l'époque contemporaine comme une époque marquée par les technologies du climat, hein, par ce qu'il appelle les technologies atmosphériques et climatiques. Nous reviendrons là-dessus en séance 4 et 5 notamment, où nous essaierons de traquer ces technologies atmosphériques et climatiques, c'est-à-dire cette volonté de travailler les climats pour pouvoir, quoi faire? Eh bien, pour pouvoir obtenir des résultats sur l'humanité. Pour pouvoir obtenir des résultats sur l'humanité et en particulier sur la qualité sanitaire et sociale et la qualité de vie de l'humanité. Eh bien, cette théorie des climats, où le mot climat est à entendre de façon non scientifique des climatologues. Le climat, c'est pas la dynamique de l'atmosphère que les climatologues étudient. Le climat, c'est plutôt, comme on le voit ici, l'ensemble des conditions évidemment atmosphériques, mais pas que, qui permettent de définir, si je puis dire, une atmosphère de vie particulière. Hein. Donc regardez ce que dit Michel Lévy dans ce traité d'hygiène publique et privée de 1844. C'est quelque chose qui est analysé en détail dans un texte de Jean-Baptiste Fresso très intéressant sur la chimie, l'hygiénisme et la libération des choses environnementantes. C'est intéressant hein, ce texte de Fresso, c'est Jean-Baptiste Fresso, vous savez, est l'historien qui en France a introduit peut-être parmi les premiers la réflexion sur l'Anthropocène. Et ça n'est pas du tout un hasard si Jean-Baptiste Fresso a commencé à aborder l'Anthropocène à partir de son analyse de la naissance de l'hygiénisme dans la période 17e, 18e, 19e siècle. Hein. C'est pour ça que je me permets d'y revenir. En réalité, tout le monde converge vers l'idée que ce moment-là est un moment clé, à la fois dans l'histoire qui nous permet de comprendre l'Anthropocène. Bah, finalement, cette période, c'est la période de l'engagement du processus du développement de la société thermo-industrielle. Hein. Qu'on le veuille ou non, qu'on le prenne comme on voudra, c'est ce qu'on appelait jadis la révolution industrielle qui s'enclenche dès les années 1730-1740. En vérité. Hein, donc, mais c'est aussi un moment où les sensibilités sont complètement bouleversées par toute une série de phénomènes, et c'est aussi un moment où d'ailleurs les science change considérablement. Et regardez donc ce que écrit Lévy, les circumfusa, donc c'est le mot qu'on employait à l'époque et héritier de la théorie hippocratique, passée par le latin, donc les choses qui nous environnent, hein, les choses qui nous environnent, représentent ce qu'Hippocrate a dénommé les airs, les eaux et les lieux. Sous toute latitude, l'homme circonscrit pour sa demeure un espace où il crée un milieu spécial, un climat dans un climat. L'homme est donc lié à l'atmosphère par des rapports nécessaires, constants, non interrompus. Ils sont en harmonie avec son organisation et la condition de son existence. Nous dirions presque avec Ramazzini, un théoricien italien, tel air, tel sang.
tel air, tel sang, tel peuple. Hein, vous entendez dans sang, il faut entendre peuple. Donc quel peuple en relation avec un espace caractérisé par des conditions. Pardonnez-moi de le dire de façon peut-être un peu curieuse, mais vous enlevez Michel Lévy 1844 et vous mettez, je sais pas, Pierre Rabhi 2005, vous pouvez vous y tromper. Hein, c'est-à-dire que la contemporanéité de cette affirmation, moi, me laisse complètement stupéfait. C'est-à-dire cette idée que nous sommes dépendants des atmosphères dans lesquelles nous vivons et que ces atmosphères vont jusqu'à qualifier un groupe humain, c'est au cœur d'une partie des affirmations de la théorie écologique contemporaine. Et donc, il y a quelque chose de très troublant, je trouve, dans cette sorte de saut dans le temps que je vous propose ici. Et ce que montre Corbin, c'est que dans cette ambiance, si je puis dire, hein, dans cette ambiance où l'on essaie de trouver justement la définition des climats, on essaye d'appréhender ce qui caractérise les climats, eh bien, Corbin, lui, va s'intéresser à la partie aérienne, aérologique des climats, mais nous verrons plus tard qu'en fait, c'est très difficile de séparer l'air et l'eau. Hein, c'est quelque chose d'assez compliqué et que la plupart des théories de l'air sont en fait aussi des théories hydrauliques. Hein. En tout cas, il y a une relation entre l'hydraulique et le pneumatique qui est une relation très forte à cette époque-là. Alain Corbin va essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je cite des passages que vous pourrez retrouver ensuite dans le cours tranquillement si vous voulez lire en détail ce texte. Mais ce que Corbin montre, le mias et la jonquille, hein, ce qu'il montre, c'est l'obsession pour ces hommes essentiellement, hein, même s'il y a quelques écrits de femmes, l'obsession montrée par ces hommes du XVIIIe et du XIXe siècle pour la menace putride, c'est-à-dire pour la putréfaction, pour les odeurs de putréfaction. L'ère du XVIIIe et du XIXe siècle, et notamment l'ère des villes, va être de plus en plus systématiquement pensée et analysée à travers cette obsession pour l'odeur de putréfaction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord le constat, alors je pense qu'il vaut mieux évidemment faire ce cours avant le déjeuner hein, plutôt que pendant, hein, c'est que évidemment, cette air putride, nous sommes au XVIIIe siècle, cette air putride va être pensée dans un cadre cognitif que je vais préciser rapidement ensuite, qui est le cadre donc du néo-hippocratisme, dans un cadre où finalement les odeurs, c'est ça qu'il faut comprendre, les odeurs sont des indices directs d'une qualité des matières, et donc il y a une sorte de connexion qui est faite immédiatement entre odeur, matière, dangerosité de cette matière. D'accord? C'est-à-dire, en fait, l'odeur de putréfaction est pensée en rapport direct avec les matières, les excréments, les cadavres, les charognes, qui sont omniprésents dans la ville du XVIIIe siècle. Hein? On vit littéralement avec les excréments, les cadavres et les charognes. N'oubliez pas, par exemple, que les tanneries sont en pleine ville, que les abattoirs sont en pleine ville, que les cimetières sont eux-mêmes en pleine ville et sont souvent très peu tenus, que les égouts n'existent pas au XVIIIe siècle, que les excréments sont partout. Donc vous avez vraiment des matières organiques qui sont là, dont on ne connaît pas le processus de décomposition, et qui sont encore pensés dans une théorie qui est une théorie originaire d'Aristote, qu'on appelle la phlogistique, qui est une théorie où en fait on estime que les matériaux relâchent dans l'air ce qu'ils contiennent comme substance. Hein. Une idée où en fait un matériau est le contenant d'un certain nombre de principes, hein, d'un certain nombre de qualités qui vont ensuite être relâchés
directement dans l'air. Alors là, c'est un peu technique et moi-même je m'y perds, mais il faut bien comprendre que le grand changement sera à partir de 1770 avec les découvertes fondamentales de Lavoisier, hein, qui va non seulement révolutionner la chimie, mais Lavoisier c'est l'inventeur de la chimie moderne. Donc Lavoisier c'est un personnage anthropocène, autant que James Watt. D'abord parce que Lavoisier comprend le processus d'oxydation. Il comprend en fait que les odeurs que ce qui est relâché dans une décomposition chimique, ça n'est pas simplement le contenu d'une matière, mais un phénomène beaucoup plus complexe de recomposition entre des principes actifs et notamment de l'oxygène. Donc il va mettre en valeur le dioxygène, c'est-à-dire ce qu'on va appeler ensuite O2. Lavoisier sera aussi celui qui caractérisera pour la première fois l'hydrogène. Pas mal hein, quand même. Il comprendra les processus de décomposition chimique. Il sera à l'origine de la première classification chimique avec Laplace. Et ensuite, Lavoisier est aussi un des inventeurs de la calorique, c'est-à-dire de la compréhension des dégagements de chaleur à partir des processus de catalyse chimique et des processus chimiques. Donc Lavoisier est véritablement quelqu'un qui va changer complètement le cadre de connaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée qu'une odeur renvoie à la qualité d'une matière et renvoie directement aux menaces que cette matière fait peser sur la santé ou sur l'ordre social, même avec la chimie moderne, cette idée ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui encore, quand on traverse une ville et qu'on sent des odeurs d'excréments, on est immédiatement dans une sorte de persistance de la théorie pré-hygiéniste du XVIIIe siècle, c'est-à-dire on code cette odeur en risque pour soi et parfois en jugement social. Ça, c'est assez, en tout cas en Europe, hein, c'est assez troublant quand même, hein, de voir qu'il y a toujours ce type de présence dans la très longue durée de ce type de réaction. Et donc, Corbin décrit très en détail dans ce texte qui est au début de son livre la puanteur des villes et le fait que cette puanteur des villes devient de plus en plus insupportable et traquée partout dans la moindre cité, y compris la cité la plus prestigieuse qui soit à l'époque en France, c'est-à-dire Versailles, où la cour elle-même est considérée comme pestilentielle. Et c'est évidemment quelque chose qui va, vous allez le voir, avoir beaucoup d'importance. 33 minutes pour 2 pages, le cours de ce matin avait 21 pages, donc on est mal parti. La pestilence devient tout à fait insupportable et va être à l'origine aussi de la réflexion qui mènera à l'hygiène publique, hein, puisque l'hygiène publique, ça sera justement la traque de la pestilence, en tant que cette pestilence, nous allons le voir aujourd'hui, n'est pas simplement une question d'odeur, mais une question bien plus importante que ça. Cette obsession pour le putride va donc se cristalliser dans la traque du miasme, hein, donc c'est ce mot miasme qui est aujourd'hui un mot un peu désuet, peut-être qu'on utilise plus beaucoup, mais qui est au cœur des théories médicales et hygiénistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Hein. Le miasme, c'est un mot qui vient du latin miasma, hein, qui veut simplement dire quoi? Mais qui veut dire mauvaise air. Le miasme, c'est l'air mauvais. D'ailleurs, mauvais air, c'est malaria. Ok? La malaria, c'est l'air mauvais. Donc, cette idée de l'air mauvais en lui-même, c'est quelque chose qui est contenu dans la théorie du miasme. Le miasme, c'est de l'air mauvais parce que c'est de l'air putride. C'est de l'air qui est issu de la putréfaction. Donc, la putréfaction est une menace.
Et ce n'est pas une menace seulement individuelle, c'est une menace sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les premières réflexions sur le miasme font du miasme un air menaçant qui vient de la terre, qui vient du sol, qui vient des profondeurs. C'est, pour certains, vous vous souvenez peut-être, ce que l'on appelait jadis l'ère méphitique, hein, ce qui vient donc de la terre. On a l'impression que c'est la terre elle-même qui, vous voyez, exhale un air mauvais dont il faudrait se protéger. C'est très important parce que c'est par exemple cette crainte du miasme venant de du sol humide notamment et des eaux humides qui va par exemple justifier dès le début du XVIIIe siècle, d'ailleurs dès le XVIIe siècle, qui va justifier quoi? Eh bien qui va justifier les premières actions d'assèchement des marais, d'assèchement des zones humides, qui sont complètement synchrones des préoccupations urbaines qui montent au même moment. Et ça fait d'ailleurs assez longtemps que les spécialistes de l'urbanisme et certains géographes mettent en relation assèchement des marais et hygiénisme urbain. Cet assèchement des marais, il a lui aussi une très longue histoire. Hein. L'assèchement des zones humides a lui aussi une très longue histoire. Et cette histoire n'est pas, au départ, une histoire économique. Ça n'est pas exclusivement, en tout cas, une histoire économique. C'est une histoire qui renvoie aux cultures anthropologiques, en quelque sorte, qui définissent la relation du groupe humain, la relation vertueuse d'un groupe humain avec un milieu donné. Donc, après les années 1730-1750, cette question du miasme va considérablement s'urbaniser. C'est une question qui va devenir profondément urbaine et on va en particulier traquer, comme le faisait Halley, toutes les origines miasmatiques. Donc il y a une sorte d'obsession de la recherche des origines miasmatiques. D'où viennent les miasmes? Je vous rappelle, les miasmes, ce sont les odeurs. Donc en fait, ce que fait Halley et que décrit Corbin, c'est qu'il va renifler. Il va traquer les odeurs. La première technologie de l'air que nous étudions aujourd'hui, ne vous y trompez pas, mesdames, messieurs, nous sommes en train d'étudier une techno-géopolitique de l'air. La première techno-géopolitique de l'air que nous étudions, c'est l'odorat. C'est la façon de ressentir, de sentir les odeurs urbaines et de qualifier l'origine d'un miasme et d'en faire un problème politique, social, culturel, urbain. En effet, on va donc traquer les odeurs. Halley le fait, hein, c'est ce que Corbin décrit. C'est un personnage public très important. Il va renifler les latrines, il va renifler les salles d'hôpitaux, il va renifler les cadavres, il va renifler les dépôts d'équarrissage. À cette époque-là, Lavoisier travaillait certes, mais était encore simplement connu des chimistes, c'est-à-dire qu'on était encore dans l'idée qu'il y avait une relation directe entre la chose, l'odeur et le fait que cette odeur signifie. Et donc on va petit à petit cerner des sources d'odeurs problématiques. Ces sources d'odeurs sont au nombre de 3, principalement, toute la décomposition organique proprement dite. Excréments, pourritures, rejets de toutes sortes vont devenir au centre des préoccupations. Alors évidemment, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi le premier geste de l'hygiénisme au XIXe siècle, ça sera l'hydraulique des égouts, hein, la constitution d'une hydraulique spécifique pour nettoyer la ville d'abord de ses sources excrémentielles. Et on ne comprend pas pourquoi non plus une des premières manifestations d'une nouvelle sensibilité urbaine qui commence dès le XVIIIe siècle. Là, il faut lire le livre extraordinaire de Jean-Claude Perrault, Quand naissance d'une ville au XVIIIe siècle, qui montre que, par exemple, on commence à réfléchir à l'éloignement des activités. Les logiques d'éloignement des activités, activités de tannerie, activités d'équarrissage, l'éloignement des activités nauséabondes est une logique qui renvoie à cette intolérance pour l'odeur. Nous verrons la fois prochaine, parce que là je pensais que ça serait cette fois, mais je n'aurai pas le temps, que cette problématique de l'éloignement des activités odorantes est une problématique complètement contemporaine.
Hein. Donc il y a véritablement quelque chose qui naît. Donc les odeurs de décomposition, les odeurs de pourriture sont les odeurs que l'on traque et dont on va essayer de traiter les origines. Une étude a été faite en France sur les plaintes concernant les odeurs au début du XXIe siècle, dans les villes françaises. Les plaintes concernant les odeurs sont très nombreuses. Elles arrivent juste après les plaintes concernant le bruit et l'odeur. Hein. Les plaintes concernant les odeurs sont très caractéristiques. Le premier motif de plainte, à presque la moitié des motifs, c'est l'odeur d'excrément. C'est l'odeur de décomposition. Donc il y a véritablement là une sensibilité sur le long terme hein, qui est très occidentale et qui a imprégné en quelque sorte la manière de concevoir aussi les activités urbaines et la façon dont on peut les organiser. La deuxième source d'odeur qu'il faut traquer, là ça va être drôle, eh bien c'est l'odeur des corps. L'odeur des corps en tant que les corps sont actifs. L'odeur des corps agissants et en particulier l'odeur des corps populaires. L'odeur des corps des pauvres, l'odeur menaçante des corps des pauvres. C'est aussi cette période où commence à se développer une nouvelle théorie de l'hygiène publique, bien sûr, mais aussi de l'hygiène intime, de la manière dont il faut petit à petit désodoriser les corps. Le pauvre est puant. Le pauvre sent. Et il y a quelque chose qui est tout à fait formidable, c'est là aussi pour ceux qui se souviennent, alors là plutôt de leur classe de première, ou qui adorent Gustave Flaubert, il y a ce passage incroyable dans l'éducation sentimentale de Flaubert de l'émeute qui prend les Tuileries pendant la Révolution, pas celle de 1789, hein, celle de 48, l'émeute qui prend les Tuileries, et il y a cette phrase absolument incroyable d'un des personnages, qui est l'ami de Frédéric Moreau, du héros, qui s'appelle donc Hucenay, ce personnage, qui est une sorte de personnage un peu caustique et finalement qui traduit bien une certaine conception élitiste et cynique un peu du monde. Hucenay, voyant ces gens prendre les Tuileries, dira « Les héros ne sentent pas bon ». Les héros ne sentent pas bon, qui est une phrase terrible et qui caractérise complètement une sensibilité hein, au corps agissant, en particulier du peuple déchaîné qui pue. Voilà. Le peuple est fétide. C'est Victor Hugo qui, dans Les Misérables, parlera de l'odeur fétide du peuple, telle qu'elle est ressentie par ceux qui le combattent. Le peuple sent. Alors, le premier ou la première personne qui me dit qu'aujourd'hui on est sorti de ce schéma mental, je lui demande de venir me le démontrer preuve à l'appui, hein, parce que ça va être difficile. Hein. Cette question est encore très très présente. Hein. L'odeur est une incrimination sociale. Donc il y a véritablement quelque chose de tout à fait étonnant. Et puis le troisième lieu de production d'odeur qu'il faut combattre, alors c'est d'un autre niveau, ça va évidemment se croiser avec les deux autres, parce que le peuple sent mauvais parce qu'il est trop proche des excréments. Il est trop proche de l'organique. Il a les mains dans la décomposition. Il est équarrisseur, il est égoutier, il est celui qui va charrier les restes. Il est celui qui va être dans un domicile où on ne pourra pas mettre les excréments à distance. Vous voyez comment tout ça va se chaîner finalement dans une réflexion sur l'organisation de l'espace. La troisième source d'odeur, ce sont à proprement parler les passions et les vices. Le vice sent. La passion est odorante. La passion au sens, la passion destructrice, le vicieux sent quelque chose. Donc il y a toute une réflexion sur l'odeur du vice. Évidemment, le peuple étant assez souvent vicieux et de surcroît proche des excréments, vous voyez bien qu'il est à 3 reprises, en quelque sorte, condamné à puer. Si l'on en reste à cet imaginaire-là. Donc évidemment, vous voyez comment immédiatement un jugement social va se mettre en place,
très puissant qui va vraiment traverser l'histoire urbaine européenne depuis lors, et à mon sens encore aujourd'hui en partie sous des formes différentes, et qui va être en particulier fondamental pour décrire l'apparition de ce que l'on va appeler l'hygiénisme. L'hygiénisme, nous allons voir, naît en tant que science, véritablement en tant que science, donc avec tout l'apport désormais des théories de Lavoisier. C'est-à-dire le paradoxe, c'est que l'hygiénisme est une science qui va bénéficier des compréhensions de Lavoisier, qui sont des compréhensions qui remettent en question cette phlogistique des odeurs qui est à l'origine de ce mouvement de qualification sociale, mais pourtant, l'imaginaire des odeurs va perdurer. Et va se développer jusqu'à nos jours. Et avant l'hygiénisme, va apparaître ce que l'on a appelé l'aérisme. Quand on fait un cours sur l'air, on ne peut pas manquer l'aérisme. Hein. Ce qu'on va appeler l'aérisme, qui n'est pas tellement une science, mais plutôt ce que j'appellerais une mythologie programmée, c'est-à-dire un ensemble de savoirs, de sensibilités, d'approches qui constituent donc un champ de justification des actions. Et ce qui est très intéressant avec l'aérisme, qui donc se développe à partir de 1730 jusqu'aux années 1800-1820, ensuite c'est vraiment l'hygiénisme qui va prendre le dessus, c'est que l'aérisme, c'est aussi un champ à partir duquel un nouveau rapport au territoire va commencer à se structurer. Par nouveau rapport au territoire, je vais expliquer ce que j'entends très rapidement en regardant ces quelques citations. En 1788, De Horn, qui est médecin, fait la propagande pour ce que l'on pourrait appeler l'aérisme. Un des principaux points de la salubrité d'une grande ville comme Paris, c'est de favoriser la libre circulation de l'air qu'on y respire, en détruisant peu à peu tous les obstacles qui peuvent l'intercepter, en alignant, en élargissant les rues trop étroites dans lesquelles il se concentre et peut aisément s'altérer. Voilà, le miasme est terrible s'il reste sur place. L'altération du miasme crée un milieu totalement putride. Donc le miasme, si on ne peut pas l'empêcher, alors tout au moins faut-il assurer par la circulation de l'air son évacuation. Oh, si vous comprenez là où je veux en venir, on voit apparaître quelque chose qui va être une technologie fondamentale de l'air jusqu'à nos jours, c'est-à-dire la technologie de l'aération, la technologie de l'évacuation d'air. Et une technologie de l'évacuation d'air qui va du domicile intérieur. Dites donc, en France, il n'y a pas une loi qui oblige les constructions neuves à être dotées d'une ventilation mécanique contrôlée? N'est-ce pas? C'est une technologie de l'air. Et cette technologie de l'air, elle prend racine dans l'idée que le bon air est l'air qui circule. Et donc vous avez là toute une série de textes. Regardez, l'air qui environne une rivière, Pierre-Patte, un monument érigé à la gloire de Louis XV, étant continuellement renouvelé par son courant, il s'ensuit que ce courant emporte avec lui les exhalaisons qui s'élèvent journellement des immondices d'une grande ville. Or, les maisons placées sur les ponts arrêtent cette libre circulation de l'air et son renouvellement. Et le fameux Louis-Sébastien Mercier, vous savez, cet auteur majeur de la fin du XVIIIe siècle, qui décrit ces tableaux de Paris qui sont une source incroyable de compréhension de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Ces maisons, les maisons dont parlait Pierre-Patte, empêchent le courant d'air de traverser la ville d'un bout à l'autre et d'emporter avec les vapeurs de la Seine tout l'air corrompu des rues qui aboutissent au quai. Commence à s'édifier ici une aérologie générale de la ville où l'enjeu est bien de savoir identifier les sources d'air putride et d'assurer par une ventilation de l'ensemble urbain qu'on va là appuyer sur la capacité du fleuve à servir de courant aérologique, donc une ventilation qui va assurer un renouvellement d'air, comme si la ville en fait est une sorte de machine pneumatique. N'oublions pas l'importance de la pensée machinique, hein, une sorte de machine pneumatique qui va en permanence assurer une circulation nécessaire au bon renouvellement d'un air qui serait ainsi un air beaucoup moins vicié. Bien, mesdames, messieurs, voici le point de départ des technologies d'aération urbaine qui vont ensuite, depuis lors, être au cœur de bon nombre de pensées urbanistiques et d'ingénierie de la ville,
sous toute latitude jusqu'à aujourd'hui, où d'ailleurs nous le reverrons peut-être si j'ai le temps. C'est très intéressant de voir comment un certain nombre d'architectes contemporains essayent de recycler, si je puis dire, cette réflexion sur l'aération générale du système urbain, sur la création de flux d'air en recourant aux dynamiques physiques qui permettent la circulation, c'est-à-dire les différences de pression, de température et d'humidité d'un air. Par exemple, un architecte qui a été présent à Lyon pas mal ces derniers temps, Philippe Rame, qui est théoricien aujourd'hui, R-A-H-M, qui est théoricien aujourd'hui de l'architecture climatique, eh bien, propose de créer des espaces urbains qui, par les différences de qualité d'air que certains aménagements peuvent provoquer, des espaces urbains qui sont naturellement ventilés pour faire face à quoi? Eh bien là, pour faire face aux effets des vagues de chaleur, pour assurer la circulation d'air dans un contexte de vagues de chaleur. Donc cette question de l'aérologie générale de l'urbain n'est absolument pas une question désuète, c'est une question absolument fondamentale. Et l'étape suivante, alors là, nous pourrions rester des siècles sur l'hygiénisme. Franchement, l'hygiénisme, c'est un des thèmes les plus fascinants qui soit. Moi, le jour où j'ai découvert cette importance de l'hygiénisme, par un travail avec notamment un anthropologue et médecin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Didier Fassin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. J'ai considéré que l'hygiénisme était sans doute un des corpus les plus fascinants pour qui s'intéressait à la question urbaine. L'hygiénisme naît officiellement en France. Alors, en réalité, ça existe avant. Il y a une chaire d'hygiène publique dès 1794, on l'a vu. Mais véritablement, l'acte de naissance de l'hygiénisme comme science et comme science de l'action, c'est 1829. Publication des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, donc le premier numéro de cette revue que je suis allé chercher là pour vous en facsimilé à la bibliothèque de médecine de la faculté de Paris, de l'Université de Paris 1 aujourd'hui. Donc cette revue née va être le véhicule de l'hygiène publique moderne et commence par un texte célébrissime, alors célébrissime chez les spécialistes de l'hygiénisme, donc je calme les ardeurs tout de suite, qui est le fameux prospectus des Annales d'hygiène publique, qui est en quelque sorte ce texte-là qui commence et qui définit en quelque sorte les principes de l'hygiénisme. Alors regardez, ça met pas longtemps à être intéressant. La médecine n'a pas seulement pour objet d'étudier et de guérir les maladies, elle a des rapports intimes avec l'organisation sociale. OK? Alors là aussi, après 2 ans et demi de pandémie, où on a vu absolument tout ce que le corps médical français compte de stars autoproclamées squatter les plateaux de télévision et de radio, avec des préoccupations qui n'étaient pas simplement médicales, on comprend bien que cette affirmation n'est pas à considérer comme une affirmation historique et n'ayant plus de portée contemporaine. Il y a incontestablement un lien très fort entre la médecine et l'organisation sociale, entre la médecine et l'action sociale, entre la médecine et l'intervention sur la société. Quelquefois, elle aide le législateur dans la confection des lois, disent les médecins. Les hygiénistes sont des médecins. Souvent, elle éclaire le magistrat dans leur application. Et toujours, elle veille avec l'administration au maintien de la santé publique. Ainsi, appliquée aux besoins de la société, cette partie de nos connaissances constitue l'hygiène publique et la médecine légale. Il suffit d'indiquer cette application pour en faire sentir l'importance et la nécessité de donner une publicité aussi étendue que possible à tout ce qui s'y rattache. Donc ensuite, on montre que les Allemands se sont déjà emparés de la question et les Anglais. D'ailleurs, il y a une lecture de la défaite de 1870 qui sera très intéressante à faire. Une partie de ceux qui ont réfléchi sur la défaite de 1870 contre les Allemands ont incriminé la supériorité de l'Allemagne en matière d'hygiène publique. C'est intéressant de voir comment cette question va même intervenir dans l'appréciation d'une faiblesse de la nation par rapport à la puissance allemande. Le 19e siècle est totalement travaillé par l'hygiène et l'hygiénisme.
de bout en bout, de part en part. Je pense que le XXe siècle aussi, et je crois que le XXIe n'est pas mal parti non plus. Mais avec un hygiénisme qui évidemment va muter en fonction des contextes. Ça sera un des éléments de réflexion que nous aurons ensuite. Cette hygiène publique, elle est définie ici. Hein, regardez ici. Ah non, pardon, ici. C'est l'hygiène publique et l'art de conserver la santé aux hommes réunis en société. Oui, mesdames, excusez-nous, à cette époque-là, il n'y a que des hommes. Hein. En plus exactement, quand on parle d'hommes, on parle de l'ensemble du genre humain. Hein. Aux hommes réunis en société est appelé à recevoir un grand développement et à fournir de nombreuses applications au perfectionnement de nos institutions. C'est elle qui observe les variétés, les oppositions, les influences des climats. Tiens, de nouveau les climats. Donc, en fait, une bonne santé, c'est être en harmonie avec un climat. Là encore, hein, ça tintinabule de façon intéressante dans le monde contemporain, cette idée-là. Hein, et qui en apprécie les effets, qui constate et éloigne toutes les causes contraires à la conservation, au bien-être de l'existence. Ah voilà, l'hygiénisme va être une intervention sur les localisations et sur la répartition des choses qui avise à tous les moyens de salubrité publique et l'hygiénisme va devenir incontestablement le grand corpus du XIXe siècle. Ici, quelques références absolument fondamentales, il y en a bien d'autres. Patrice Bourdelais, grand spécialiste de l'hygiénisme et de ses pratiques. Sabine Barle, une des spécialistes, il y en a d'autres, mais une spécialiste importante de la compréhension de l'impact de l'hygiénisme sur l'urbanisme, à travers notamment son travail sur les déchets, mais il faudrait signaler aussi le travail d'André Guillerme, auparavant, qui a été le directeur de thèse de Sabine Barle sur les problèmes de l'hydraulique, hein, et sur les problèmes de l'eau. Et puis, pour moi, un des meilleurs spécialistes de l'histoire environnementale contemporaine d'Europe, le régional, le local de l'étape, Stéphane Friou, qui a réalisé une thèse absolument extraordinaire sur les batailles de l'hygiène entre 1880 et 1970, livre publié au PUF et qui est tout à fait remarquable et qui est une source de première intention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'hygiénisme, on passe à une idéologie pratique qui va avoir donc comme objectif d'aider et de contribuer les pouvoirs publics à intervenir sur l'espace de vie des humains de manière à soigner la ville de ces maladies, à soigner la ville de ces maux. Avec l'hygiénisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi franchir l'échelle de l'individu au groupe. L'hygiène, c'est cet ensemble de théories et de pratiques par lequel la médecine ne s'occupe pas simplement de la santé d'un individu, mais la médecine commence à se préoccuper de la santé et de la bonne orientation de la vie d'un ensemble humain complexe. Et donc, par extension, l'hygiénisme va trouver dans l'organisation des espaces urbains un terrain tout à fait fondamental d'action. Donc cet hygiénisme va passer par toute une série d'actions urbaines et là, nous pourrions rester 20 séances sur l'impact de l'hygiénisme sur les villes, puisqu'on peut même considérer que l'hygiénisme, c'est la matrice de l'apparition de l'urbanisme scientifique et de l'urbanisme contemporain. L'urbanisme scientifique, vous savez, on le fait naître en fait à cela. On dit que le premier théoricien de l'urbanisme scientifique, c'est Cerda, qui, à l'issue de son travail sur l'Ensanche de Barcelone, dont vous voyez ici le plan, écrit son livre Théorie générale de l'urbanisation, Teoria General de l'Urbanisation, qui est en fait considéré comme le premier texte définissant un corpus scientifique, celui de l'urbanisme, c'est-à-dire une action fondée sur la connaissance rationnelle de la ville, permettant par des outils particuliers de redresser la ville et d'améliorer son fonctionnement au bénéfice de la qualité de vie des habitants et surtout purger la ville de ses maladies et notamment de ses maladies sociales.
Et ces maladies sociales sont des maladies de l'air et de l'eau, sont des maladies du miasme, sont des maladies du putride, sont des maladies de la mauvaise conditions de vie, notamment ici. Cerda travaille à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui, notamment en partie, le Barrio Gótico, c'est-à-dire le vieux Barcelone, insalubre, pestilentiel, miasmatique, méphitique, excrémentiel, sans air, sans lumière, et on travaille à partir de cet espace pour proposer une réorganisation de l'urbain qui est canonique, mais qui, chers amis, n'est pas simplement une réorganisation de l'urbain, et je m'arrête là, qui est un véritable redressement généralisé de l'urbain. C'est une recréation d'un espace qui paraît désormais cadré par la raison et par la rigueur, et on pourrait trouver la même chose en France dans une atmosphère pré-scientifique. Voilà l'exemple d'un petit plan haussmannien d'ouverture du boulevard de l'Opéra Comique, donc comment Haussmann a finalement tranché dans la ville ancienne. Alors on dit Haussmann, ce sont des préoccupations économiques, oui, elles existaient, des préoccupations militaires et de maintien de l'ordre, oui, elles existaient, mais il ne faut jamais oublier les préoccupations sanitaires. Les préoccupations sanitaires sont centrales. Haussmann, c'est le résultat de 30 ans d'hygiénisme dominant et d'un hygiénisme, nous le verrons la fois prochaine, qui n'est plus simplement un hygiénisme professé par les médecins, mais qui a été approprié par les pouvoirs publics et par les ingénieurs. Qui est un hygiénisme qui va devenir une ingénierie de l'urbain, et en particulier une ingénierie de l'air. Et puis ici, ce plan moins connu, mais qui pour moi est peut-être un des plus intéressants, d'un architecte urbaniste vraiment fondamental dans l'histoire du 19e siècle, qui s'appelle Joseph Steuben, qui est un Allemand. Là, c'est le plan de Cologne. On voit comment, autour du vieux Cologne, Steuben propose lui aussi un redressement de l'ensemble de la voirie et une extension vers l'extérieur. Et c'est très intéressant de voir que tous les plans directeurs qui naissent à cette époque-là reprennent les mêmes principes qui sont des principes d'ouverture, d'aération, de circulation de l'air et de la lumière, par le biais de grands axes directeurs, mais aussi tout un travail sur l'hydraulique dont nous reparlerons la fois prochaine, puisque nous allons partir de là la fois prochaine pour continuer cette réflexion sur l'air et voir comment apparaissent ces prémices. C'est l'ensemble de l'urbanisme contemporain qui va pouvoir être considéré comme un dispositif de traitement généralisé de l'air et de la lumière, puisqu'on essaiera de voir la fois prochaine que l'air, c'est aussi évidemment la lumière. Ce n'est pas simplement le composé chimique marqué par la pestilence, ça va aussi de plus en plus rapidement devenir le support de l'illumination, de l'ensoleillement, de l'exposition à la lumière des individus et des bâtiments. Et cette question de la lumière est absolument fondamentale pour définir également l'urbanisme contemporain. Voilà, j'ai été évidemment trop long, mais ça n'est pas grave. Merci de votre attention et à la fois prochaine, et merci à l'équipe technique qui permet à l'enregistrement d'être de bonne qualité. À la prochaine fois.